Valérie Petit, Sarah Saint-Michel, bonjour. 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 Vous êtes respectivement professeur à l'EDEC Business School et maître de conférences à l'École de Management de la Sorbonne. Et vous co-signez l'ouvrage Hommes-Femmes, Leadership, Mode d'emploi aux éditions Pearson, un livre dans lequel vous évoquez, entre bien d'autres choses, les idées reçues sur le leadership des femmes. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors on va commencer par cette première idée reçue. Le style de leadership féminin serait différent du style de leadership masculin. Alors Sarah Saint-Michel, en quoi cette assertion peut-elle être invalidée ? Alors, en fait, dans votre question, vous faites une distinction entre les leaderships masculins et féminins. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il y a une essentialisation des compétences où on attribue certaines compétences en fonction du sexe de l'individu. Et c'est extrêmement risqué parce qu'on peut confiner les hommes et les femmes dans certains styles de leadership. Donc à partir de ce moment-là, il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'un leadership efficace ? Et donc on voit bien que les études montrent que ce sont davantage les traits de personnalité, les comportements du leader en situation que le sexe de l'individu. Valérie Petit. Oui, alors s'il faut vraiment trouver des différences entre les hommes et les femmes en matière de leadership, il faut plutôt aller chercher du côté des conditions de leadership qu'ils rencontrent, qui elles sont effectivement très différentes. En particulier, le regard qu'on va poser sur un homme ou une femme qui affirme son leadership est très différent. Si vous avez un homme qui fait preuve d'autorité et se dévoue corps et âme à sa mission, on va trouver qu'il a effectivement du leadership et qu'il est dans son rôle. Par contre, si c'est une femme qui fait exactement la même chose, on va la trouver un brin autoritaire et on va se demander si elle n'est pas en train de sacrifier sa vie personnelle et d'être une mauvaise mère. Donc on a des regards très différents qui se posent sur les hommes et les femmes en termes de leadership et ces attentes, ces regards posés vont changer les conditions pour les managers hommes et femmes et ils vont s'ajuster. Et ça explique beaucoup de différences qu'on peut observer dans les comportements. Et c'est pour ça aussi, je rejoins ce que dit Sarah, aujourd'hui les entreprises ont tout intérêt à réfléchir à cette distinction. Il n'y a pas réellement de différence entre les individus selon leur sexe et donc pas de raison d'aller travailler avec les femmes ou avec les hommes. Par contre, il y a vraiment urgence à s'interroger sur les conditions que l'entreprise crée et sur le regard qu'elle contribue à fabriquer qui est posé sur les managers hommes et femmes. C'est vraiment sur les conditions qu'il faut aujourd'hui travailler. Et l'une des conséquences de ces regards différents, c'est qu'aujourd'hui, enfin plutôt en 2015, les membres des comités de direction des grands groupes français, le CAC 40, étaient encore à 90% masculins. Est-ce qu'il faut en conclure, Sarah Saint-Michel, que les femmes manquent d'ambition ? Alors non, pas du tout. Il y a des études récentes qui soulignent que justement… Encore une idée reçue. Voilà, les femmes une femme sur deux se dit ambitieuse. Par contre, il faut bien garder à l'esprit que pendant très longtemps, l'ambition, ça a été connoté comme étant extrêmement masculin. Une femme ambitieuse était perçue comme étant carriériste, comme recherchant uniquement la progression sociale. Et donc l'ambition, pendant très longtemps, a été perçue comme étant perçue négativement lorsque c'était attribué à une femme. Et puis, il faut aussi garder à l'esprit, c'est ce que disait Valérie, sur les conditions organisationnelles. On voit aussi dans les entreprises ce qu'on appelle le sexisme bienveillant, où de manière bienveillante, on surprotège les femmes, notamment lorsqu'elles reviennent de congé maternité, et donc on ne leur propose pas de promotion, et in fine, ça contraint leur ambition. Donc voilà, travailler aussi sur les conditions organisationnelles pour favoriser l'ambition. Valérie Petit, un complément ? Oui, alors moi je pense que le manque de féminisation dans les instances de direction et de gouvernance des entreprises, il vient aussi du processus de recrutement des dirigeants. Moi je suis toujours surprise de voir que pour un de mes étudiants qui sort d'école de commerce, il va falloir passer 5 à 9 entretiens de recrutement, faire toute une batterie de tests, passer un assessment center. Alors que quand un conseil d'administration recherche son nouveau directeur général, il va y avoir 1, 2 ou 3 entretiens au maximum. Donc il y a, j'ai envie de dire, assez peu de professionnalisme aujourd'hui, en tout cas de formalisme dans le processus de recrutement des dirigeants. Ça, c'est quelque chose que l'on doit questionner parce que moins vous avez de formalisme, plus vous avez d'espace pour les jugements, pour les projections et pour les stéréotypes. On attend aujourd'hui d'un dirigeant qui fasse preuve de leadership. Or, qu'est-ce qu'on met derrière le leadership ? Plutôt des traits masculins qu'on s'attend logiquement à trouver chez un homme. Et donc, évidemment, on a du mal à projeter une femme dans un poste de direction. Donc, pour moi, l'enjeu, il est aussi de revoir et de professionnaliser surtout le processus de recrutement des dirigeants. On pourrait très bien s'inspirer de pratiques comme par exemple les pratiques de recrutement des musiciens, où on met les musiciens derrière un rideau et on ne les recrute que sur la base de leur talent. Depuis que certains orchestres font ça, ils n'ont aucun mal à atteindre la parité. Alors, il y aurait peut-être une autre explication. Les femmes auraient tendance à se dévaluer entre elles. Alors, c'est pas moi qui l'invente. Le magazine Elle titrait en 2014 « La femme est-elle un loup
pour la femme, ce qui les empêcherait d'accéder à des postes à haute responsabilité. Est-ce que là encore, on est dans le cliché, Sarah Saint-Michel? Alors effectivement, oui, on est vraiment dans le cliché. Enfin, de cette question, on présuppose que naturellement, les femmes entre elles seraient jalouses. Donc les théoriciens ont appelé ce phénomène celui de la queen bee, où la femme en position de pouvoir chercherait son statut d'unique, d'élu parmi ce monde d'hommes. Là, la question, c'est vraiment de se poser, de se focaliser sur le contexte. On remarque, les études montrent que dans un contexte spécifique, on retrouve ce phénomène, et notamment dans les contextes organisationnels qui sont très masculins, très compétitifs. Ces femmes adoptent ces comportements, mais c'est également le cas des hommes. Et donc du coup, bien comme elles transgressent ce qu'on attend d'elles, il y a une répercussion sociale. Donc là, la question, c'est de se poser, de repenser les modèles de leadership. C'est ce qu'on a fait avec Valérie, pour repenser le référentiel de leadership et qu'il soit davantage inclusif. Voilà, des modèles qui sont bien décrits dans votre livre. Dernière question, Valérie Petit, j'aimerais attirer votre attention sur un point. Xerfi Canal a reçu récemment Michel Ferrari, directeur de l'Observatoire de la féminisation des entreprises de Schema Business School, qui révèle dans ses travaux un lien positif entre féminisation du management et performance des entreprises. Qu'en pensez-vous ? Alors, cette étude de Michel Ferrari, il faut la resituer dans une quinzaine d'années. Ça fait une quinzaine d'années que les chercheurs étudient le lien entre la présence des femmes dans les instances de direction et la performance de l'entreprise. Quand on regarde l'ensemble de ces études, on s'aperçoit que les résultats ne sont pas si consistants. Certains trouvent un lien, d'autres ne trouvent pas de lien. Donc, il faut être assez prudent avant de généraliser. Et puis, il y a quand même une objection, ou en tout cas une question qu'on peut se poser par rapport à ce type de résultats, c'est est-ce que c'est parce qu'il y a des femmes que les entreprises sont meilleures, ou simplement parce qu'on a apporté un profil différent? C'est-à-dire, est-ce que ces femmes, elles n'ont pas aussi apporté des backgrounds éducatifs différents? C'est une question à se poser. Moi, je dis toujours, mais est-ce que si demain on se dit qu'il faut recruter plus de moins de 30 ans, plus d'internationaux, plus de non-diplômés de grandes écoles dans les conseils d'administration, on ne va pas aussi avoir un effet positif, ce qui nous laisserait penser qu'il n'y a pas d'effet femme, en fait. Il y a un effet diversité dans la composition des équipes de direction. Et nous, ce à quoi on est attaché avec Sarah, c'est qu'on n'est pas là pour dire qu'il faut plus de femmes ou moins d'hommes et compter à propos des individus d'une façon qui n'est vraiment pas respectueuse de la richesse de leur personnalité. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est qu'il faut changer la représentation qu'on se fait de ce que c'est qu'un dirigeant. Un dirigeant, ça peut être plein de choses. Ça peut être un homme, une femme, un jeune, un senior. Il peut parler français ou pas. Et c'est ça qu'il faut changer, notre représentation du dirigeant. Il ne faut pas remplacer une domination masculine par une domination féminine. C'est à la fois pas respectueux des personnes et c'est, à mon avis, pas source de performance pour les entreprises. Voilà, et pour changer de perception sur le dirigeant, j'invite tout le monde à lire votre livre « Homme-Femme Leadership, Mode d'emploi » aux éditions Pearson. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous présenter ce livre et merci à Pauline Lemoëlic pour la préparation. Merci.